2-3 ans après. Et c'est Gustave Franconi qui va vraiment porter le flambeau de la famille Franconi et de l'idéal politique de cette famille qui était socialiste. Donc les Franconi étaient socialistes, étaient partisans de l'assimilation politique. Bonjour, au micro Suzanne Ponce de l'émission Carrefour des créateurs sur Radio Mayuri Campus. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane donne rendez-vous à ses auditeurs autour de différentes thématiques socio-économiques auxquelles est confrontée la Guyane. Aujourd'hui, nous échangerons avec notre invité sur une recherche doctorale dans le domaine de l'histoire coloniale de la Guyane. Avec nous, au studio, le premier docteur en histoire de l'Université de Guyane, Monsieur Boris Lama. Bonjour, Monsieur Lama. Bonjour, Madame Ponce. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Mayuri Campus. Comment s'intitule votre travail de recherche? Alors, ma thèse s'intitule « Pouvoir colonial, figure politique et société en Guyane française de 1830 à 1910 ». Donc, je m'intéresse à l'évolution du fait politique en Guyane française durant cette période-là. Quels étaient les caractères de cette société? Alors, comme vous le savez, en 1848, l'esclavage a été aboli. Et les caractéristiques de cette société-là, c'est que voilà, on est dans une société qui a été marquée par le fait esclavagiste. Et le jeu politique étant quelque part marqué par cette période-là. Il faut savoir qu'en 1848, il n'y a pas eu que l'abolition de l'esclavage. La République a attribué aux anciens esclaves la citoyenneté française. Et par ce geste-là, les populations des 4 vieilles colonies, comme on le disait à l'époque, le destin des habitants des 4 vieilles colonies est singulièrement différent de celui des autres colonisés d'Amérique. Donc, ils disposent de droits, de devoirs, bien sûr, mais de droits politiques. Et ça, ils ne vont pas l'oublier. Donc, en 1849, à titre d'exemple, la Guyane élit son premier député. Dans sa actualité, on aura bientôt des élections. Donc, depuis 1849, la Guyane envoie des députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est en quelque part ce qui singularise la Guyane, les Antilles et la Réunion des autres colonies, comme j'ai déjà dit. Mais les Guyanais, les Antillais, les Réunionnais sont français, mais pas totalement, puisque il demeure des territoires. Ces territoires demeurent des colonies qui sont régies par des décrets. Bon, c'est assez long à expliquer, mais bon, ça reste des colonies qui restent dirigées par des décrets spéciaux qui ont été édictés sous Napoléon III et qui vont malgré tout perdurer sous la République. Donc, tout le combat des élites locales sera de dénoncer cet état de fait, ce paradoxe, cette contradiction où on a des colonies peuplées de citoyens français. Bon, le cas de la Guyane est un peu différent par rapport au peuple de l'intérieur, mais bon, la colonie n'est pas, le territoire de l'intérieur n'est pas concerné par la citoyenneté. Donc, tout le combat sera le combat des élus, des élites, des notables, sera porté vers la reconnaissance des droits, de la plénitude, des droits des habitants de la colonie, que ces droits-là soient respectés et que la France reconnaisse comment puis-je dire cela? On reconnaisse la citoyenneté politique des habitants, qui ne soient plus traités comme des colonisés,
qui soient reconnus comme des Français, comme les habitants de la France. Mais bon, comme vous le savez, on est au 19e siècle. C'est l'époque de la montée du racisme scientifique, où les théories raciales sont remises au goût du jour par une certaine science, par des écoles scientifiques. Donc, c'est là l'obstacle principal des élus de l'époque. Donc, cette racialisation, elle consistait en quoi? Alors, est-ce qu'il y avait une hiérarchie des couleurs en fonction des postes? Alors, la hiérarchie, normalement, non. Officiellement, non, puisque, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes dans une colonie de citoyens français, donc il n'y a pas aux yeux de la loi, il n'y a pas de différence entre noir, blanc, jaune, etc. Mais dans les faits, les administrateurs coloniaux se considèrent comme des êtres supérieurs et ne peuvent supporter cette contradiction-là, c'est-à-dire que eux, ils sont chargés de diriger des colonies peuplées de personnes n'étant pas françaises, n'étant pas blanches, et ils ont affaire à des élus, des habitants qui leur font savoir qu'ils ne peuvent pas être traités comme les habitants des colonies, des nouvelles colonies, puisque n'oubliez pas c'est l'avènement du Second Empire colonial français, et la France et les autres puissances coloniales s'affirment de plus en plus comme des nations civilisatrices, des nations qui ont une mission civilisatrice. Et c'est vrai que pour les administrateurs coloniaux de la seconde moitié du 19e siècle, il n'est pas question de traiter les habitants des vieilles colonies comme des Français à part entière. Et donc, si je comprends bien, ce que vous dites, on avait un conseil général, mais le conseil général des colonies, et particulièrement celui de la Guyane, n'avait pas les mêmes compétences légales que les conseils généraux qui étaient de l'Empire. Alors, les conseils généraux des colonies n'avaient pas effectivement les mêmes... Enfin, on va dire que c'était des conseils généraux édulcorés. Ils pouvaient... Bon, bien sûr, ils étaient issus du suffrage universel. Ils disposaient d'un certain nombre de compétences comme le vote du budget, le plus essentiel pour eux. Mais une particularité des colonies, le dernier mot, les décisions du Conseil général pouvaient être rejetées par le gouvernorat. C'est-à-dire que lorsque le Conseil général prenait des décisions, lorsqu'il prenait des résolutions, ça passait au Conseil privé, qui était une institution qui comprenait le gouverneur et d'autres responsables administratifs, qui décidaient si la colonie devait être, décidait si les décisions prises par le Conseil général étaient conformes aux lois. Donc, on avait une sorte de tutelle. Voilà. Donc, un exemple, vous avez parlé d'Ursler, dans les années 1890, le président de l'époque, Henri Ursler, et sa majorité avaient voulu faire des concessions domaniales à un administrateur colonial qui souhaitait faire venir des migrants d'Indochine. Le Conseil général a voté la concession, mais au travers du conseil privé, le gouverneur a rejeté ce vote-là. Et c'est ce qui va créer les tensions avec la majorité de l'époque, qui va décider de demander l'autonomie du Conseil général. Donc, plus largement de l'autonomie coloniale. Si je comprends bien, à la tête du Conseil général se trouvait Gustave Franconi. Non, à cette époque-là, de 1893 à 1898.
Et il y avait une rivalité entre ces deux familles, puisqu'il y en a qui étaient Ouais. en faveur et d'autres... Alors, ouais, pour revenir en arrière, donc la politique guyanaise de 1871 à 1910, donc c'est cette période-là que Vous avez je étudié. traite. Mhm. Elle est marquée par une rivalité entre deux familles, enfin, bon, une rivalité politique entre deux camps deux camps politiques qui se regroupent entre deux familles. Les Franconis, une très vieille famille créole blanche de Guyane. Le plus célèbre des Franconis, c'était Alexandre Franconi, qui était très apprécié de la population de manière générale, parce qu'il était il était plutôt philanthrope. Il aidait les pauvres, les personnes démunies, et il s'opposait à la racialisation de la société. Il a choisi pour épouse une femme de couleur, et il eut 2 enfants avec cette femme-là, Gustave et Élie. Donc Gustave, le député, et Élie Franconi, qui a été le premier maire élu au suffrage universel à Cayenne en 1881. Il n'est pas resté longtemps maire puisqu'il décède 2-3 ans après. Et c'est Gustave Franconi qui va vraiment porter le flambeau de la famille Franconi et de l'idéal politique de cette famille qui était socialiste. Vous savez que nous lançons toujours un petit micro-trottoir auprès des personnes qui fréquentent le campus. L'idée est de savoir si cette thématique est connue des Guyanais. Donc nous leur avons posé 2 questions, tout en relation avec votre travail. La première, c'était: savez-vous qui est Gustave Franconi et ce qu'il a fait pour la Guyane? Et la deuxième était: connaissez-vous Henri Hussler? Ça ne vous étonnera pas, mais les réponses montrent que de Gustave Franconi, il ne reste que le nom du musée, place des Palmistes à Cayenne. Et quant à Monsieur Hussler, il semble avoir été oublié. Donc les Franconi étaient socialistes, étaient partisans de l'assimilation politique, c'est-à-dire la départementalisation. Gustave Franconi il a défendu ce projet de société durant les premières années de sa mandation. Si je peux même pour que les choses soient plus claires, vous citez un extrait de son opuscule Notre droit à l'assimilation. Donc, il dit: du moment qu'il déclarait libre les populations coloniales, c'est-à-dire le gouvernement, c'est qu'il entendait du même coup, sous peine d'illogisme, leur conférer tous les apanages de la liberté. Du moment qu'il en déclarait tous les membres citoyens français, c'est qu'il entendait du même coup les mettre en pleine jouissance immédiate de toute loi, institution, bénéfice, comme les soumettre à toute charge et contribution de la société française métropolitaine. En un mot, puisqu'il faut le dire, c'est que dès ce moment, ils entendaient assimiler complètement les colonies au département français. Né à Cayenne en 1845, il est le fils d'Alexandre Franconi, commerçant, philanthrope, aux idées progressistes, et de Marie Geneviève, épouse Franconi, fille d'esclaves. Gustave Franconi fut éduqué en grande partie par Charles Delescluze, un républicain déporté politique en attente de son amnistie, qui, après avoir séjourné 1 mois sur l'île du Diable, fut accueilli chez le père de Gustave, Alexandre Franconi, qui, étant commerçant, avait peu de temps à consacrer à l'éducation de son fils. Dès son adolescence, Gustave présente des aptitudes intellectuelles et un intérêt pour les valeurs de la République transmises par son précepteur. Il est envoyé à Paris, où il suit les cours du lycée Bonaparte, puis ceux du lycée Charlemagne. Il aurait souhaité poursuivre ses études à l'école de médecine, mais il doit rentrer en Guyane pour diriger avec son frère la maison de commerce familiale.
Gustave s'y essayait, mais n'est indéniablement pas doué. À la fin des années 1870, il collabore au Journal d'Outre-mer, un hebdomadaire consacré aux questions coloniales. Aussi, lorsqu'en 1878 on rétablit la représentation de la colonie au Parlement, Gustave, qui était en France à ce moment-là, revient à Cayenne dans le but de se présenter à l'élection législative dont le siège de député venait d'être établi. Il est élu député dès le premier tour et siège à l'extrême gauche. Cela étant, il retourne vivre en France et communique par correspondance avec ses électeurs. Gustave œuvre notamment pour favoriser l'immigration africaine libre. Il combattra ardemment pendant tous ses mandats pour le développement de la démocratie dans l'ensemble du territoire. Et il s'élèvera énergétiquement contre la suppression par le gouvernement des élections des conseils municipaux dans les communes rurales. C'est Gustave Franconi qui officialise le carnaval de Guyane, célébré jusqu'alors uniquement par les colons, le carnaval étant interdit aux esclaves. Gustave perd son siège à 2 reprises au profit du radical socialiste, jeune avocat guyanais et maire de Cayenne, Henri Ursuleur. En janvier 1906, la fédération socialiste à laquelle il appartient adhère à la section française internationale ouvrière. C'est donc en tant que socialiste unifié qu'il reprend enfin son siège à Ursuleur à l'occasion des élections législatives de 1906. Le 22 janvier 1910, alors qu'il est en route pour sa circonscription, Gustave Franconi meurt à 65 ans, à bord du paquebot Normandie en rade de Pointe-à-Pitre. Donc, c'est le projet qui est de la grande majorité de la classe politique, y compris chez les ursuleuristes. Je vais en parler de plus tard. Aux Antilles aussi, à la Réunion un peu plus tard. C'est le désir, c'est la volonté de transformer les vieilles colonies en départements français et qui, comme il le dit dans son texte, dans son opuscule, Notre droit à l'assimilation, n'est que la suite logique de 1848. Après tout, pourquoi la République a attribué la citoyenneté française à des anciens esclaves? Pourquoi elle promulgue ces lois, puisque les lois qui ont été dictées par la République, comme la liberté de la presse, le droit à l'association, le droit de réunion, si elle le fait, c'est qu'en quelque part, elle considère ces colonies-là comme des départements français. 1946, voilà. On a vu, ça a été repris. Alors, pour l'autre camp politique, Ursuleur, donc c'est toujours l'assimilation, bien sûr l'assimilation qu'on se considère comme français, mais il y a quand même une sorte de patriotisme local, c'est-à-dire que on se rend compte que la France considère la Guyane comme une colonie sans importance, et l'accent est mis sur la nécessité de défendre avant tout les intérêts de la Guyane. C'est-à-dire que dès 1871, Philistal Ursuleur, qui était un avocat, fils du premier homme de couleur rentré au Conseil colonial en 1830, donc le Conseil colonial quelque part, c'est, pour faire vite, c'est l'ancêtre entre guillemets du Conseil général. Donc dans les années 1830, Joseph Ursuleur est le premier homme de couleur à être conseiller colonial. Et son fils, au début de la Troisième République, prend le flambeau en termes politiques. Et Philistal Ursuleur, lorsqu'il se lance en politique, lors de la première élection législative sous la Troisième République en 1871, son slogan, c'est la Guyane d'abord. La Guyane d'abord parce qu'il considère que les intérêts de la Guyane étaient négligés. Il faut savoir que les Guyanais ont très mal pris l'instauration du bagne. C'est vécu comme une humiliation. Et ils souhaitent faire en sorte que la France développe la colonie de la Guyane d'une autre manière que par la transportation. Henri Ursuleur, quant à lui, petit-fils d'un maître maçon libre de couleur, Henri Louis Hippolyte Ursuleur est le fils de l'avocat Philistal Ursuleur, qui deviendra bâtonnier du barreau de Cayenne et conseiller privé de la Guyane. Licencié en droit devant la faculté de la capitale,
De retour à Cayenne, il s'établit en tant qu'avocat. Il dirige plus tard l'école préparatoire de droit, ce qui lui vaudra la distinction d'officier d'académie. Conseiller général de Cayenne depuis 1888, il préside l'Assemblée guyanaise. À ce titre, il œuvre en faveur des intérêts de l'industrie aurifère et de la laïcisation des institutions locales. Lors des élections législatives de 1898, Henri Ursulor se présente contre le député sortant Gustave Franconi, qu'il bat dès le premier tour. À la Chambre, il s'inscrit au groupe radical socialiste. Il est partisan de la décentralisation, réclamant plus d'autonomie pour la Guyane. Opposé à la transportation pénale dans cette colonie, il obtient le vote de la loi du 10 juillet 1901, qui impose aux bagnards libérés mais astreints à la résidence de séjourner dans la région du Maroni et de se tenir ainsi éloignés de Cayenne. Réélu en 1902, Henri Ursulor est finalement battu en 1906. Ursulor se présente à nouveau en 1910 face à l'ancien gouverneur Albert Grodette, socialiste indépendant. Ce dernier est élu dès le premier tour. Nommé en 1912 entreposeur spécial des tabacs à Grenoble, Henri Ursulor meurt dans cette ville le 25 décembre 1917. Ursulor et les gens ses camarades, entre guillemets, ceux qui le suivent, réclament, souhaitent que les hommes politiques guyanais, quand ils sont en place, quand ils sont au pouvoir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées locales, luttent pour les intérêts les intérêts économiques de la Guyane et les intérêts sociaux surtout les intérêts économiques. Il y a la défense de l'orpaillage aussi depuis cette époque-là. Ouais, depuis cette époque-là, puisque c'est la seule industrie qui fait vivre la Guyane. Qui permettait une certaine autonomie. Et qui a permis de sauver la Guyane, puisqu'il faut rappeler en 1848, lorsque l'abolition de l'esclavage est déclarée, contrairement aux Antilles, les habitations périclitent. Donc l'industrie aurifère a permis de sauver en quelque part l'économie guyanaise, même si c'était pas une industrie, c'était pas une activité économique qui s'est justement industrialisée, contrairement à d'autres territoires d'Amérique. Donc il y avait aussi l'exemple des anciennes colonies, des colonies anglaises, qui elles étaient en train de revendiquer une autonomie administrative, c'est-à-dire la colonie n'est pas au service de la métropole dans cette relation centre-périphérie, mais la colonie a un futur et c'est bien ce développement. Donc c'était la position de monsieur. Alors c'était la position des Ursulor. Comme je l'ai dit, toute la classe politique souhaitait la départementalisation, mais les Ursuloristes, comme on disait, les partisans d'Ursulor, puisque à cette époque-là, les partis politiques gravitaient autour de personnalités. Donc, on considère que, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que, on pense que la départementalisation est hypothétique, voire que cela n'arrivera jamais. Donc, à partir des années 1880, les Ursuloristes prennent le pouvoir au niveau du Conseil général. Et il y a beaucoup d'affrontements, je parle, affrontements verbal, avec les représentants d'administration. Et on déplore l'état du pays. C'est-à-dire que vous êtes dans un territoire où la plupart des communes ne sont pas reliées entre elles, ni avec le chef-lieu. Faut savoir, à titre d'exemple, Kayenroura, c'est au moins 24 heures. Entre Irakubo et Sinamari, ça prend une dizaine d'heures. Donc, on souhaite la mise en valeur, comme on disait à l'époque de la colonie. C'est à l'époque du progrès, de l'idéologie du progrès. Donc, on souhaite qu'il y ait des chemins de fer, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des bateaux à vapeur. Moi, j'ai repéré plus de au moins 6 à 7 projets de chemins de fer, mais qui n'ont jamais abouti. Donc, arrivé à cette conclusion-là, les Ursuloristes se disent, mais finalement, c'est le modèle français qui est mauvais. Et ils ont une certaine admiration pour le modèle britannique, qui est plutôt décentralisateur. Et à partir des années 1890, plutôt vers 1897,
Henri Ursuleur, le fils de Félissa, donc c'est la 3e génération, il est devenu maire de Cayenne. Puis président du conseil général, donc ça ces 2 postes lui permettent d'être l'homme politique en vue à cette époque-là. Donc il réclame l'autonomie, une autonomie il prend pour modèle les dominions britanniques. Donc il faut savoir que dans le système colonial britannique, il y a les dominions, ce sont les grandes colonies, Canada, Afrique du Sud, Australie, et puis il y a les crown colonies, colonies de couronne, qui sont vraiment régies par le gouverneur. Il n'y a pas d'assemblée locale. Et pour lui, la France devrait s'inspirer de ce modèle-là pour créer une nouvelle pour créer un nouveau mode de fonctionnement politico-administratif. Donc, il réclame l'autonomie dans plusieurs débats au Conseil général. Et en 98, il est élu député. Et même à l'Assemblée nationale, il va défendre cette vision autonomiste pour la Guyane et puis pour les colonies de manière générale. C'est-à-dire que le projet, c'est vraiment, il estime que la France devrait réorganiser sa politique coloniale en laissant les colonies se gérer elles-mêmes. Donc, si vous voulez, je peux vous donner quelques extraits des discours. Oui, c'est très intéressant, surtout que c'est une discussion en ce moment. Une autonomie administrative. Voilà. Donc, et au Conseil général, il dit, devant le représentant de l'administration, puisqu'il faut savoir que c'est vraiment différent d'aujourd'hui, hein, le Conseil général, il y a un représentant de l'administration qui est là, qui intervient et qui met en garde quand les conseils généraux prennent des décisions qui ne sont pas en adéquation avec le pouvoir. Donc, il dit, combien de temps encore la France mettra-t-elle à s'apercevoir que nos colonies, déjà assimilées, ne deviendront prospères que lorsqu'elles auront obtenu leur autonomie. Il y a un âge où l'homme ne peut plus rester en tutelle. Et plus loin, il dit, la Guyane est arrivée à cette période de son histoire. Elle n'est plus un enfant, elle est apte à gérer ses affaires et à les administrer un peu mieux que ne l'a fait jusqu'ici le département. Donc le département, c'est le nom du ministère des colonies. Il dit plus loin, j'estime, quant à moi, que ceux-là seuls qui connaissent les besoins d'un pays sont aptes à défendre ses intérêts et qu'on ne peut prétendre sans tenir compte de la différence de mœurs et d'esprit des populations, de même que des différences géographiques, imposer à toutes les colonies une législation uniforme comme on impose aux hommes d'un régiment le même costume. Nous avons que les apparences du pouvoir, vous en avez la réalité. Donc c'est tout là le combat politique d'Henri Ursuleur et de ceux qui le suivent. Et ça c'est plutôt mal fini. En ce sens qu'il y a eu des grandes tensions. Oui, donc évidemment on n'a pas... Des émeutes dans la rue. Non, il n'y a pas eu d'émeutes, mais on va dire que on n'a pas trop apprécié ce projet-là à Paris et en Guyane, bien sûr. Donc, que s'est-il passé? À défaut d'autonomie, on a renforcé les pouvoirs du gouverneur et on a coupé l'herbe sous le pied des élus en enlevant à la Guyane, au Conseil général de Guyane, sa souveraineté entre guillemets sur le domaine colonial. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était la colonie qui disposait du foncier. Donc, l'État a repris en main le foncier et vous connaissez encore aujourd'hui, on parle souvent de ces... mais c'était pas en 1848, suite au départ des propriétaires. Non, c'est-à-dire que depuis... Ça a été une conséquence de... Alors, c'est pareil, vous n'avez pas trouvé cela dans les documents officiels, mais pour eux, pour les élus de l'époque, et quand vous réfléchissez un peu, en quelque part, c'est une punition. Donc, non, le domaine colonial appartenait à la colonie depuis les années 30, 1830, c'était le roi Louis-Philippe qui avait accordé à la colonie la gestion de son domaine. Donc, à travers le conseil colonial qui gérait, et puis après, c'est revenu au conseil général. Mais par rapport, alors, on a pris prétexte ce que je vous avais parlé au début, de la concession qui a été faite à cet administrateur colonial d'Indochine qui voulait faire venir on a trouvé que c'était excessif, mais bon, pour les conseillers généraux de l'époque, c'était une punition pour, voilà. C'était un rappel à l'ordre. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Lama. Et je dirais que cette recherche que vous avez menée est particulièrement instructive
au moment où la collectivité territoriale de Guyane travaille sur une proposition d'autonomie administrative qui serait, je dis bien une autonomie administrative, qui serait inscrite à la Constitution. Ouais. Donc, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission Carrefour des créateurs avec Monsieur Boris Lama comme invité. Nous retenons que la recherche menée par l'Université de Guyane a une application directe sur le positionnement et la mise en valeur de notre territoire, et que l'exploration du passé, donc de l'histoire coloniale, nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. Donc peut-être il faudrait plus d'étudiants sur cette partie qui reste encore, plus de thèses sur cette partie qui reste encore peu connue. Elle nous prépare à bâtir ensemble notre avenir. Donc voilà, Carrefour des créateurs, c'est Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.